Alors ces deux premiers plans sont les deux seules représentations graphiques de ce cloître. Sur ce plan cavalier daté du milieu du XVIIe siècle, l'on voit très nettement que l'église Notre-Dame-en-Vaux était coiffée de 5 flèches. La petite rue par laquelle vous êtes arrivés donc, était un cours d'eau qui s'appelait le Rognon, qui se jetait dans le Beau au bout de la rue. Et le cimetière se situait donc aux angles des deux galeries nord et ouest. Porté sur ce plan d'alignement du milieu du XVIIIe siècle, peu avant la démolition du cloître, où on voit très nettement tracé l'église Notre-Dame-en-Vaux, flanquée le long de son bas côté nord, donc des 4 galeries du cloître de Notre-Dame. Le petit carré intérieur figure donc le jardin, ici. La partie bronzée, un petit peu plus foncée, figure donc les maisons canoniales, c'est-à-dire les maisons des chanoines qui occupaient et l'église et le cloître. Et ces 3 petits massifs que vous voyez sont des culées d'arcs-boutants. Ces arcs-boutants ont été construits lors de l'ouverture des grandes verrières sur le bas-côté nord de l'église Notre-Dame-en-Vaux. Voilà la seule représentation la plus complète du cloître Notre-Dame. Donc ce cloître date de la fin du XIIe siècle. Il a été construit vers les années 1170-1180, qui était une période de transition dans cette Champagne prospère entre l'art roman et l'art gothique. Si vous le voulez bien, nous allons remonter le temps. Ah, volontiers. On l'a dit, de lieu de prière, de déambulation, mais aussi ça pouvait être un cloître de procession. On pouvait y processionner. Hein. N'oublions pas que Notre-Dame-en-Vaux était quand même une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et une étape du pèlerinage de Rome. Donc, très bien. Alors c'est donc un cloître qui avait une très grande importance. Qui avait une très grande importance, qui était dans une cité quand même très prospère. N'oublions pas que donc Châlons au XIIe siècle et XIIIe siècle était ce qu'on appelait une ville drapante ou drapière, c'est-à-dire une ville produisant donc un drap de très très haute qualité. N'oublions pas aussi que la ville était prospère parce que dès le IXe siècle, il y aurait eu déjà sur la ville une foire qui venait juste derrière celle de Troyes. L'évêque, dès 1065, était comte de la ville et pair de France. Et sur certains fiefs, d'ailleurs, l'évêque comte de la ville était suzerain du comte de Jean. Sur cette maquette au 50e, l'on s'aperçoit que la galerie jouxtant l'église est recouverte de plomb, à contrario des 3 autres qui sont recouvertes de tuiles. Les grandes verrières que vous voyez datent du début du XVIe siècle et n'existaient pas donc à la construction du cloître. Donc on va faire un grand bond dans les siècles du XIIe au XVIIIe siècle, où on va arriver donc au début du XVIIIe siècle, où vers les années 1750 était en piteux état. On fait établir un devis pour la réparation de la toiture est. Le devis s'élève à 2600 livres, somme très importante pour l'époque. Et entre-temps, un chanoine qui s'appelait Nicolas Jacquemart, chanoine de la cathédrale, est nommé ici curé vicaire perpétuel, et une idée géniale, c'est-à-dire qu'il se trouvait très mal logé. Il a demandé purement et simplement la permission à son évêque de démolir le cloître afin de récupérer le terrain pour agrandir sa maison. Permission qui lui était accordée à une seule condition, c'est que lors de la démolition du cloître, les pierres du cloître soient employées sur place dans la nouvelle construction,
Voilà comment a disparu en pleine paix civile et religieuse, 30 ans avant la Révolution française, le cloître Notre-Dame. En 1935, le chanoine Hubert, qui occupait donc le presbytère, a trouvé qu'un des murs longeant la salle de catéchisme commençait un petit peu à faire le dos rond. Il fait venir des ouvriers afin de réparer ce mur, et les ouvriers forcément tombent en soubassement sur une centaine de fragments. Hubert les regarde, lui qui était plus esthète qu'archéologue, choisit les plus belles pièces et dans la salle de catéchisme Sainte-Claire se monte son petit musée lapidaire, c'est-à-dire qu'il exposait les plus belles pièces, et tout le reste, il l'abandonne sous un prunier. Et en 1960, donc un jeune professeur qui était professeur d'art plastique à Meaux à cette époque-là, qui s'appelait Léon Pressouire, et avait entendu parler que le chanoine Hubert donc montrait volontiers ses sculptures, il est venu voir ce dépôt lapidaire, et lui, si on peut dire, il a flairé le site. Il a effectué des recherches dans toutes les archives de la ville et il est tombé sur des liasses de documents attestant de l'existence d'un cloître près de Notre-Dame. Les deux documents qu'on a vus tout à l'heure, les deux plans topographiques, sont des documents que Léon Pressouire a retrouvés. Donc il a évidemment déposé une demande de fouille donc, auprès du ministère des Affaires culturelles de l'époque. Évidemment, son dossier a été lu et enterré sous une pile ou une liasse d'autres documents. Mais en 1961, un professeur allemand qui s'appelle Sorlander, qui partait donc au congrès, je crois que c'était le congrès d'histoire de l'art en 1961 à New York, avait entendu parler lui aussi que le chanoine Hubert montrait ce petit musée. Il est venu voir ces sculptures et à New York, il en a parlé. Donc le dossier de Pressouire qui était déjà enterré est revenu donc, dessus. Et à partir de 1963 jusqu'en 1976, des sondages et ensuite fouilles de 1963 à 1976. Alors fouille très particulière, puisque là on est là dans un milieu urbain, le long de la maison dans laquelle avaient été remployés les éléments au XVIIIe siècle, ils ouvraient des tranchées d'environ 1,50 m de long, ils étayaient les soubassements de la maison, ils retiraient les pierres sculptées qui avaient été remployées au XVIIIe siècle, et ils rebouchaient donc parois internes et externes. Ensuite, après ce travail très fastidieux, travail donc de fouille et de système vélaire sur la surface où se trouvait le cloître, mais qui a très peu donné de résultats, car ces chanoines ne vivaient pas en communauté, et donc ils ont retrouvé là que des petits pions de jeu, des petites choses sans importance. Par contre, au niveau, à la base des fondations, ont été retrouvées 2 monnaies fourrées, d'ailleurs fausses monnaies, qui ont en partie permis la datation du cloître, simplement en partie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc aucune description n'a été retrouvée de ce cloître. Donc Pressouire, l'inventeur, s'est simplement permis en fait de restituer une portion d'arcature telle qu'on l'a devant nous, avec une alternance de colonnes géminées, c'est-à-dire colonne double, statue-colonne simple, colonne double, statue-colonne. De temps en temps venaient s'intercaler des piles plus compliquées. Il y a 3 points très importants en ce qui concerne le cloître de Notre-Dame. Le premier point, c'est le seul cloître dit à statue-colonne de retrouver actuellement. D'autres cloîtres de ce type existaient, mais malheureusement tous disparus, principalement avant et pendant la Révolution française. Ensuite, le deuxième point important, c'est vraiment un monument de transition entre l'art roman et l'art gothique. Là, on est vers les années 1160-1170, donc une période toujours très intéressante, ces périodes de transition, parce que ce sont des périodes de création. Et le troisième point important, c'est la qualité exceptionnelle de la statuaire. On a les moyens financiers, donc il ne s'agit pas de mettre côte à côte donc, des personnages, il faut tenter évidemment de les identifier au fur et à mesure. Et là, on se trouve en présence, là je vous montre donc un prophète. Les prophètes dans l'iconographie donc, du XIIe siècle sont souvent présentés les pieds chaussés, car pour les prophétiser sur les chemins pierreux, il faut quand même être très très chaussé, et représentés également tenant un phylactère, c'est-à-dire une banderole de papyrus ou une banderole de parchemin, sur laquelle était en général peint un passage de la prophétie du prophète, ou simplement le nom du prophète représenté. Je peux vous dire simplement que c'est un prophète, mais je ne sais pas lequel, exactement. A contrario, on retrouve ici les 2 symboles respectifs dont je viens de vous énoncer, les pieds chaussés en ce qui concerne ce personnage, tenant un phylactère, donc là on est visiblement en présence d'un prophète, mais on s'aperçoit que ce personnage a les cheveux totalement bouclés et complètement imberbes par rapport au personnage précédent.
Et souvent, le prophète Daniel, qui était un prophète jeune, représentait de cette façon-là le fait de lui boucler les cheveux, confère une certaine jeunesse. Je vous ai parlé tout à l'heure donc des différents sculpteurs. On suppose qu'ils étaient 5 et on a rassemblé là, du moins Léon Pressuire et Sylvia Pressuire ont rassemblé dans ce groupe de statues colonnes à peu près les 5 styles différents du travail des sculpteurs. Et ces deux suivants sont donc du sculpteur qu'on appelle le maître du Daniel parce qu'il aurait donc sculpté le prophète Daniel dont on a parlé avant. Et on s'aperçoit que ce sculpteur travaillait très très profondément la pierre, à grands coups de ciseaux, rentrait vraiment dans la pierre, donnait beaucoup de mouvements, non seulement au corps du personnage représenté, mais aux vêtements également qu'il portait. Par contre, là, on s'aperçoit que ce sculpteur-là disproportionnait un peu la hauteur de sa tête. Regardez, la hauteur de la tête équivaut donc à la hauteur du buste. Donc, en aucun cas, nous avons donc une tête aussi haute que ça, puisque à ce moment-là, nous avons une très très grosse tête. Donc là, la disproportion, elle est réelle, mais on arrive à l'oublier par justement le mouvement qui est donné dans le personnage de ce sculpteur. Le deuxième sculpteur qui, lui, on appelle le maître du Saint-Paul, parce que je vous le montrerai tout à l'heure, il a sculpté donc le Saint-Paul, apporte un très grand soin au travail du visage, puisqu'en plus il polissait le visage pour lui rendre une physionomie beaucoup plus forte, et là on sent un regard intense vers les cieux. Par contre, dans le travail du vêtement, il laisse le vêtement beaucoup plus superficiel. On voit nettement la différence de travail entre le vêtement, le travail sur ce vêtement-là, et le travail sur ce vêtement-là. Le troisième sculpteur, lui, on va dire, allie un peu les deux façons de travailler des deux précédents. Pas trop grand-chose à dire, simplement que là on se trouve encore une fois en présence d'un prophète où l'on voit très très bien les pieds chaussures, et surtout ce beau phylactère qui est donc déplié ici. Quatrième sculpteur qui, lui, c'est la seule statue colonne de ce sculpteur qu'on a retrouvé. N'oublions pas quand même qu'il nous manque 20% du cloître, et peut-être que dans les 20% manquants se trouvaient peut-être des œuvres de ce sculpteur. Et enfin, donc, le cinquième sculpteur qui, lui, reste, on va dire, très roman, très chartrain, si je puis dire. Peut-être ce sculpteur a-t-il travaillé à Chartres, peut-être s'est-il inspiré du travail de Chartres, mais là on a vraiment l'impression que si on retire le personnage de la colonne va tomber. Et je vous ai parlé tout à l'heure, le deuxième point important en ce qui concerne ce cloître, c'est-à-dire ce monument de transition entre l'art roman et l'art gothique. Là on peut parler presque de bas-relief, puisque la sculpture fait partie encore intégralement de la pierre, mais là on peut parler de haut relief, puisque le personnage sort de la colonne. Avec un peu d'imagination, on a vraiment l'impression que ce personnage va quitter la colonne. Donc, grosse différence entre le bas-relief et le haut-relief, en attendant ce qu'on appelait la ronde bosse, c'est-à-dire sortir une sculpture carrément d'un bloc de pierre et de l'installer dans une niche ou un support donc dédié à cet effet.